Il existe des trahisons qui durent des années dans le silence et qui finissent en quelques secondes dans le bruit d'un verre qui se brise. Ce soir-là, c'était leur anniversaire de mariage. 10 ans, 30 invités, des bougies, du champagne et un mari qui s'est levé pour porter un toast en regardant la mauvaise femme. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Claire savait déjà tout. Depuis 6 mois, elle avait lu, vérifié, documenté. Elle avait attendu le bon moment. Et ce soir-là, le bon moment était arrivé. Pour nos 10 ans, mon mari a dit « Je porte un toast à la femme que j'aime », en regardant ma sœur. J'ai souri. Et moi, à ce que vous cachez depuis 8 ans. Il a lâché son verre. Ma sœur s'est enfuie. Elle aurait pu pleurer. Elle a choisi autre chose. Voici son histoire. Cette histoire est une fiction. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations réelles serait purement fortuite. Claire avait sorti cette robe une seule fois, pour leur premier anniversaire de mariage. Bordeaux rouge, dos nu, le genre de robe qu'on garde dans le fond d'une armoire comme on garde une promesse, et elle l'avait sortie ce matin-là en pensant que 10 ans méritaient bien un peu de cérémonie, sans savoir encore que la cérémonie aurait lieu, mais pas dans le sens où elle l'avait imaginé. Elle s'était habillée lentement devant le miroir de la chambre que Mathieu avait quitté 1 heure plus tôt, en disant qu'il avait des choses à régler avant le dîner. Elle avait mis du rouge à lèvres pour la première fois depuis des mois, avait reculé d'un pas pour se regarder, et avait pensé qu'elle avait l'air de quelqu'un qui essaie encore, ce qui était peut-être ça, 10 ans de mariage, continuer d'essayer sans trop savoir pourquoi ni pour qui. Elle savait des choses ce soir-là qu'elle n'avait dites à personne, des choses qu'elle portait depuis 6 mois avec la patience de quelqu'un qui attend le bon moment et qui sait que le bon moment finit toujours par arriver. Le restaurant sentait la cire chaude et le vin blanc. Il y avait 30 personnes autour de tables rondes, des bougies qui vacillaient à chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte, du champagne qui attendait dans des seaux en argent. Claire avait fait le tour de la salle, embrassé tout le monde, répondu aux compliments sur sa robe avec la même phrase « Merci, c'est une vieille chose », et personne n'avait remarqué que ses mains étaient légèrement froides. Isabelle était là, robe noire, cheveux lâchés, avec ce sourire qu'elle avait depuis l'enfance, légèrement en retrait, comme si elle observait une scène à laquelle elle n'appartenait pas tout à fait. Elle avait embrassé Claire sur les 2 joues, lui avait dit qu'elle était magnifique, et Claire avait répondu merci avec la chaleur automatique qu'on réserve aux gens qu'on aime, sans plus vraiment se poser la question. Elle s'était regardée 1 seconde de trop, puis Isabelle avait rejoint sa place au bout de la table, et Claire avait suivi des yeux le chemin qu'elle prenait avec cette conscience nouvelle et froide qu'elle avait de chacun de ses gestes depuis 6 mois. Le dîner avançait avec cette légèreté particulière des soirs où tout le monde fait un effort. Les verres se remplissaient, les rires arrivaient au bon moment, quelqu'un racontait une histoire que la moitié de la table connaissait déjà, et tout le monde riait quand même. Claire souriait, répondait, relançait les conversations avec cette aisance qu'on lui connaissait, ce talent discret pour mettre les gens à l'aise que Mathieu appelait autrefois sa plus grande qualité, et qui, ce soir-là, lui pesait comme une dette qu'elle n'avait jamais contractée. C'est au moment du dessert que Mathieu s'était levé. Il avait tapé son verre avec une cuillère, attendu que le silence s'installe, et pris cette posture légèrement théâtrale des gens qui ont préparé ce qu'ils vont dire. Claire l'avait regardé faire avec une attention particulière, les coudes sur la table, sa coupe entre les doigts, puis il avait levé son verre et sa voix avait rempli la salle. « Je porte un toast à la femme que j'aime. » 1 seconde, peut-être moins, le temps pour Claire de suivre la direction de son regard, pas vers elle, mais légèrement à gauche, vers le bout de la table où Isabelle était assise, les mains croisées, les yeux baissés sur son assiette avec une concentration qui n'avait rien de naturel. Ce fut une sensation étrange, presque physique, comme si quelque chose de très lourd venait de trouver enfin sa place dans une pièce où il avait longtemps manqué de place. Et ce n'était pas une surprise, mais une confirmation de ce qu'elle savait déjà depuis 6 mois, de ce qu'elle avait lu, vérifié, documenté en silence pendant que la vie continuait autour d'elle comme si de rien n'était. Claire posa sa coupe, se leva lentement et sourit, un sourire calme, presque doux, celui qu'on a quand on n'a plus rien à perdre et tout à dire. « Et moi, je porte un toast à ce que vous cachez depuis 8 ans. » Le verre de Mathieu glissa entre ses doigts et se brisa sur la nappe. Isabelle repoussa sa chaise si brusquement qu'elle renversa celle de sa voisine et traversa la salle sans regarder personne. Et la porte se ferma derrière elle, dans un silence total. 30 personnes autour d'elle, et personne ne bougea. Mathieu était sorti quelques secondes après, sans un mot, sans un regard pour Claire, comme si elle n'était déjà plus là.
Elle avait regardé la chaise vide en face d'elle, la nappe tachée de champagne, les bougies qui continuaient de brûler comme si de rien n'était, puis elle avait fait signe au serveur de remplir sa coupe. Elle resta encore 1 heure à cette table, seule au milieu des conversations qui reprenaient timidement autour d'elle, des regards qui se posaient puis se détournaient, de ce malaise doux et collectif qu'on ressent quand on a été témoin de quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir. Elle but son champagne lentement, le dos droit, les épaules calmes, et pensa que 10 ans finalement ça ressemblait exactement à ça, à un verre qu'on lâche et qui se brise, et à quelqu'un qui reste assis pendant que tout le monde part. Claire avait dormi 2 heures, pas plus, allongée tout habillée sur le canapé de Sandrine, sa robe bordeaux froissée contre les coussins, les chaussures encore aux pieds, comme si une partie d'elle refusait de s'installer dans cette nuit-là. Sandrine n'avait rien demandé. Elle avait posé une couverture sur ses épaules, laissé un verre d'eau sur la table basse et éteint la lumière du couloir. Et c'était exactement ce dont Claire avait besoin. Quelqu'un qui comprend que certains soirs ne se commentent pas. Au petit matin, quand la lumière avait commencé à filtrer entre les volets, Claire était restée immobile, les yeux ouverts à regarder le plafond, et les pensées étaient arrivées dans l'ordre qu'elles arrivent toujours après une nuit sans sommeil. D'abord les détails insignifiants, la nappe tachée, le bruit du verre qui se brise, le visage de la voisine qui détournait les yeux, puis les choses plus grandes, plus lourdes, celles qu'on connaît déjà, mais qui ont besoin de l'obscurité pour prendre toute leur place. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, un dimanche soir de mars. Mathieu était sorti promener le chien, les enfants regardaient la télévision dans le salon, et Claire s'était assise devant l'ordinateur familial pour imprimer un document de travail. L'écran s'était allumé sur la messagerie de Mathieu, ouverte, une conversation au milieu de dizaines d'autres, et Claire avait vu le prénom d'Isabelle en haut de la liste avec un message dont elle n'avait lu que les premiers mots avant de fermer les yeux. Elle n'avait pas lu la suite ce soir-là. Elle avait imprimé son document, éteint l'écran et préparé le dîner comme si de rien n'était, parce qu'il y a des moments où le corps continue pendant que la tête s'arrête, et parce qu'elle avait besoin de temps pour décider ce qu'elle allait faire de ce qu'elle venait de voir. Elle avait décidé de tout savoir avant d'agir. Les semaines suivantes, elle avait observé avec une précision qu'elle ne se connaissait pas. Les relevés bancaires qu'elle n'avait jamais épluchés avec attention révélaient des virements réguliers vers un compte qu'elle ne reconnaissait pas, 200 € par mois depuis des années, puis 500, puis 1000, avec la discrétion de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il cache et à qui. Elle avait cherché le titulaire du compte, avait trouvé le nom d'Isabelle derrière une société civile créée 4 ans plus tôt, et avait passé une nuit entière assise à la table de la cuisine à regarder les chiffres s'aligner comme des phrases qu'on ne voulait pas lire. Puis il y avait eu le week-end de février, où Mathieu était parti à Lyon pour le travail, où les enfants étaient chez leurs grands-parents paternels, et où Claire avait pris sa voiture et l'avait suivie sans vraiment savoir si elle espérait avoir tort. Elle n'avait pas eu tort. Elle l'avait vu entrer dans un immeuble du quartier de la Croix-Rousse, et 20 minutes plus tard, elle avait vu sortir Isabelle avec un enfant par la main, un garçon de 7 ans environ, aux cheveux sombres, qui levait les bras vers Mathieu, avec la familiarité de quelqu'un qui le connaît depuis toujours et qui l'appelle papa. Claire était restée immobile dans sa voiture, les mains sur le volant, à regarder Mathieu soulever cet enfant dans ses bras sur le trottoir de la Croix-Rousse, et elle avait fait le calcul que n'importe qui aurait fait, 7 ans, 8 ans de secret, un enfant que sa propre sœur lui avait caché pendant tout ce temps, que Mathieu avait visité, entretenu, aimé peut-être, pendant que la vie continuait à Bordeaux, comme si cet enfant n'existait pas. Elle avait pris une photo depuis sa voiture, floue mais suffisante, Mathieu et le garçon sur le trottoir, puis elle avait posé son téléphone sur le siège passager et était restée là encore 1 heure après qu'ils eurent disparu dans l'immeuble. Elle avait pleuré une seule fois, au péage de Virsac sur le chemin du retour, puis plus jamais. Les mois suivants, elle avait constitué son dossier avec l'aide de Maître Vasseur, capture d'écran des messages, relevés bancaires à noter, date et montant des virements sur 6 ans, et la photo prise ce jour-là à Lyon. Maître Vasseur avait regardé tout ça en silence, puis avait posé ses lunettes sur la table et dit que c'était solide. Claire se leva du canapé de Sandrine, plia la couverture avec soin et but le verre d'eau jusqu'à la dernière goutte. Il était 6h30 du matin. Le dossier était là, dans le sac que Sandrine lui avait préparé la veille sans poser de questions, et dans quelques jours elle retournerait chez Maître Vasseur pour enclencher la procédure officielle. Mais d'abord,
Elle avait besoin de passer par l'appartement pour prendre quelques affaires. Elle prit sa voiture et roula vers les quais dans le silence du matin, les rues presque vides, la lumière encore grise sur les façades des immeubles. Elle pensait à Lucas et Théo qui dormaient chez la voisine, à la façon dont Théo courait vers elle quand elle rentrait le soir, les bras grands ouverts, et elle sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus ancien et de plus douloureux, le genre de tristesse qu'on ressent quand on comprend qu'on a passé des années à protéger une version du monde qui n'avait jamais vraiment existé. Elle gara la voiture devant l'immeuble, coupa le moteur et regarda la fenêtre du salon au 3e étage. La lumière était allumée. Mathieu était là. Mathieu était en robe de chambre, les cheveux défaits, le visage de quelqu'un qui n'avait pas dormi et qui avait passé la nuit à chercher quoi dire. Il était debout au milieu du salon quand Claire avait ouvert la porte, et il avait eu ce mouvement instinctif vers elle, les bras légèrement ouverts, comme si la situation pouvait encore se résoudre par une étreinte et quelques mots bien choisis. Claire avait posé son sac sur la chaise de l'entrée et était allée directement vers la chambre. Elle entendait ses pas derrière elle, puis sa voix, basse d'abord, presque douce, le ton de quelqu'un qui a décidé de miser sur la tendresse parce que le reste ne marche plus. « Claire, écoute-moi. Ce que tu as dit hier soir, devant tout le monde, tu ne pouvais pas faire ça sans qu'on parle d'abord. » Elle ouvrait les tiroirs, prenait ce dont elle avait besoin, pliait les vêtements avec le même soin qu'elle aurait mis un dimanche matin ordinaire. « Ce que tu as vu, ce n'est pas ce que tu crois. C'est fini depuis longtemps. Ce qu'on a, toi et moi, c'est autre chose, tu le sais. » Elle ne répondait pas. Il avait fait le tour du lit pour se placer dans son champ de vision, les bras le long du corps, et elle avait continué à plier ses affaires comme s'il n'était pas là, parce que c'était la seule façon qu'elle avait trouvé de tenir, ne pas le regarder, ne pas lui donner la réaction qu'il attendait, celle qui lui aurait permis de continuer à exister dans cette histoire comme autre chose que ce qu'il était. « Claire, on a des enfants. Lucas et Théo ont besoin de leurs 2 parents. Tu ne peux pas tout détruire pour une erreur. » Elle s'était arrêtée une seconde, les mains posées à plat sur le pull qu'elle venait de plier, et avait pensé que c'était toujours comme ça, que les gens qui font du mal finissent par invoquer ceux qu'ils n'ont pas protégés pour se protéger eux-mêmes. 8 ans. Il appelait ça une erreur. Elle avait pris sa trousse de toilette dans la salle de bain, était revenue dans l'entrée et s'était arrêtée devant lui. Il s'était tu. Il la regardait avec cette expression des gens qui attendent encore quelque chose, une réaction, une larme, un mot qui leur permettrait de croire que tout n'est pas perdu. « Mon avocate te contactera. » Elle était sortie et avait fermé la porte derrière elle sans la claquer. Dans l'ascenseur, elle avait regardé son reflet dans le métal poli de la paroi et avait pensé qu'elle avait l'air calme, ce qui était étrange parce qu'à l'intérieur, quelque chose tremblait encore. Pas de la peur, pas de la colère, quelque chose de plus difficile à nommer, le genre de douleur sourde qu'on ressent quand on réalise qu'on a eu raison de se méfier et qu'on aurait tellement préféré avoir tort. Maître Vasseur l'avait reçue 2 jours plus tard dans son cabinet du centre-ville. Une femme de 50 ans au regard direct et aux phrases courtes, le genre d'avocate qui ne perd pas de temps en précautions inutiles. Claire avait posé le dossier sur le bureau et Maître Vasseur l'avait feuilleté en silence pendant un long moment, s'arrêtant sur certaines pages, revenant en arrière sur d'autres. « Les virements sont documentés sur 6 ans », avait-elle dit sans lever les yeux. Les messages établissent clairement la nature de la relation, et la photo à Lyon, avec l'enfant. Elle avait marqué une pause, avait tourné une page. « Quel âge a-t-il » ? 7 ans, avait dit Claire. Maître Vasseur avait hoché la tête lentement, comme si ce chiffre confirmait quelque chose qu'elle avait déjà calculé, et avait posé le dossier sur le bureau. « C'est solide. On peut travailler avec ça. » Claire avait hoché la tête et pensé à tous les dimanches soirs où elle avait préparé le dîner, pendant que cette réalité existait quelque part dans des messages et des relevés de compte, à tous les matins où elle avait déposé les enfants à l'école en souriant aux autres parents, à toute cette énergie dépensée à maintenir une surface lisse au-dessus de quelque chose qui s'effondrait depuis des années. « Il va réagir », avait dit Maître Vasseur. « Il va vouloir la garde des enfants, pas parce qu'il la veut vraiment, mais parce que c'est la seule chose qui lui reste pour garder une forme de contrôle. »« Je sais », avait dit Claire. « Vous êtes prête pour ça ?» Claire avait regardé par la fenêtre du cabinet, la rue en bas, les gens qui passaient avec leurs courses et leurs manteaux d'automne, cette vie ordinaire et continue qui n'avait aucune idée de ce qui se jouait au 3e étage de cet immeuble, et elle avait pensé que oui, elle était prête. Pas parce qu'elle n'avait pas peur,
mais parce que la peur était devenue quelque chose qu'elle pouvait porter sans en perdre l'équilibre. « Oui, » avait-elle dit, « je suis prête. » En sortant du cabinet, elle avait allumé son téléphone et vu un message de Mathieu. Elle ne l'avait pas ouvert. Elle avait mis le téléphone dans sa poche et avait marché vers sa voiture dans l'air froid de novembre. Et pour la première fois depuis longtemps, elle avait eu l'impression que le sol sous ses pieds était solide. Isabelle habitait Lyon depuis 3 ans, un appartement du quartier de la Croix-Rousse avec des fenêtres hautes et des murs blancs, le genre d'endroit qu'on choisit quand on veut croire qu'on repart de zéro. Claire avait sonné une fois, attendu, puis une deuxième fois, et la porte avait fini par s'ouvrir sur sa sœur en tenue d'intérieur, les cheveux attachés, le visage de quelqu'un qui savait que cette visite allait arriver et qui avait quand même espéré qu'elle n'arriverait pas. Elle s'était regardée une seconde sur le seuil, puis Isabelle s'était écartée pour la laisser entrer sans dire un mot. L'appartement sentait le café froid et quelque chose de doux, une odeur d'enfant, de linge propre et de jouets en plastique, et Claire avait vu dans le couloir une paire de petites chaussures de sport posées contre le mur, rouges, taille 28, et elle avait détourné les yeux rapidement parce que certaines choses sont plus difficiles à regarder que d'autres. Elle s'était assise dans le salon, Isabelle sur le canapé, Claire sur le fauteuil en face, et il y avait eu un silence long, le genre de silence qui n'est pas un vide mais un poids, quelque chose que les deux femmes portèrent depuis trop longtemps et qui cherchait enfin une sortie. C'est Isabelle qui avait parlé la première. « Je ne sais pas par où commencer. »« Commence par le début, » avait dit Claire. Isabelle avait regardé ses mains croisées sur ses genoux, puis avait relevé les yeux avec cette expression que Claire lui connaissait depuis l'enfance, mi-défensive, mi-épuisée, celle d'une femme qui a porté quelque chose trop longtemps et qui ne sait plus si elle veut le poser ou continuer à le tenir. Tu as toujours tout eu sans effort. La carrière, la stabilité, la maison, les enfants. Tu avançais et tout se mettait en place autour de toi comme si c'était naturel. Moi, je luttais pour des choses que tu obtenais sans même y penser. Et Mathieu faisait partie de ce que tu voulais obtenir. Isabelle n'avait pas répondu tout de suite. Au début, c'était autre chose. De la colère, peut-être. L'envie de prendre quelque chose qui était à toi pour voir si ça changeait quelque chose en moi. Elle avait marqué une pause. Et après, c'était devenu autre chose. Je ne sais pas comment expliquer ça sans que tu me détestes encore plus. Saste, je ne suis pas là pour te détester, avait dit Claire. Je suis là pour comprendre. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais c'était la seule façon d'obtenir ce dont elle avait besoin. Isabelle avait parlé pendant 1 heure. Elle avait parlé des premières années, des mensonges construits couche par couche, de la grossesse qu'elle avait cachée à tout le monde sauf à Mathieu, de l'enfant qu'elle avait décidé de garder sans vraiment savoir pourquoi, peut-être parce que c'était la seule chose dans cette histoire qui lui appartenait vraiment. Elle avait parlé de l'argent que Mathieu envoyait chaque mois, des visites organisées comme des missions secrètes, des week-ends à Lyon que Claire croyait être des déplacements professionnels. Elle avait parlé sans pleurer, jusqu'au moment où elle avait dit le prénom de son fils, Mathis. Et là, sa voix avait légèrement flanché. Pas beaucoup. Juste assez pour que Claire voie que derrière tout le reste, il y avait une femme qui aimait son enfant et qui avait construit sa vie entière autour d'un secret qui la rongeait. Claire avait écouté sans interrompre. Elle avait regardé sa sœur parler et avait pensé à toutes les fois où elles s'étaient assises ensemble à cette même distance, à Noël, aux anniversaires, aux repas de famille, où Isabelle embrassait ses fils et lui demandait comment allait le travail, et elle avait essayé de trouver dans ses souvenirs un signe qu'elle aurait dû voir et qu'elle n'avait pas vu. Mais la vérité, c'est qu'elle en avait vu beaucoup, et qu'elle avait choisi de ne pas les regarder en face. Quand Isabelle s'était tue, Claire avait attendu un moment avant de parler. « Et tu pensais que ça allait finir comment ?» Isabelle avait ouvert la bouche, puis l'avait refermée. Elle n'avait pas de réponse à ça. Ou peut-être qu'elle en avait une, mais qu'elle n'était pas capable de la dire à voix haute, et Claire n'avait pas insisté, parce que certaines questions n'ont pas besoin de réponse pour faire leur travail. Elle s'était levée, avait pris son manteau sur le dossier du fauteuil, et s'était dirigée vers la porte. Dans le couloir, elle avait de nouveau croisé les petites chaussures rouges contre le mur, et cette fois, elle ne les avait pas évitées du regard. Elle les avait regardées 1 seconde, juste 1 seconde, puis elle avait ouvert la porte et était sortie sans se retourner. Dans la voiture, son téléphone avait vibré. Un message de Mathieu. « Je veux la garde partagée de Lucas et Théo. »« On doit parler !» Elle avait posé le téléphone sur le siège passager et avait démarré sans répondre. Lucas avait posé son sac à dos dans l'entrée avec ce bruit sourd et familier qui voulait dire qu'il rentrait de l'école, et Théo avait couru vers Claire les bras grands ouverts
comme il le faisait depuis qu'il savait marcher, avec cette énergie totale et sans calcul des enfants qui n'ont pas encore appris à retenir leurs élans. Elle l'avait attrapé, soulevé, senti son poids contre elle, et avait pensé que certaines choses restent intactes, même quand tout le reste s'effondre. C'était le premier week-end depuis le Jantard. Mathieu avait les enfants le reste du temps, chez sa mère à lui, une solution provisoire que maître Vasseur avait acceptée en attendant l'audience, et Claire avait compté les jours avec une patience qu'elle ne savait pas avoir jusqu'à ce vendredi soir, où la voisine lui avait ramené les 2 garçons avec leurs sacs et leurs manteaux mal boutonnés. « T'as fait quoi aujourd'hui » avait demandé Théo en sautant sur le canapé. « J'ai travaillé. »« C'est nul. »« Oui, » avait dit Claire. « C'est nul. » Lucas s'était installé à la table de la cuisine avec ses devoirs, silencieux comme il l'était depuis quelques semaines, ce silence particulier des adolescents qui comprennent que quelque chose de grave se passe sans avoir les mots pour le nommer. Il avait 14 ans et il n'était pas dupe, mais il n'avait pas posé de questions, et Claire ne lui avait pas offert d'explications, parce qu'il y a des vérités qui ne se disent pas à un enfant avant qu'on sache exactement comment les dire. Elle avait préparé le dîner pendant que Théo lui racontait une histoire interminable sur un camarade de classe qui avait apporté un lézard dans son cartable, et elle avait écouté avec cette attention divisée des mères qui font 3 choses à la fois tout en étant vraiment là, et elle avait pensé que c'était ça la vie, pas les grandes décisions ni les confrontations dans des appartements lyonnais, mais ce lézard dans le cartable et la voix de Théo qui montait et descendait avec l'enthousiasme de « quelqu'un pour qui le monde est encore entier ». Après le dîner, Lucas avait aidé à débarrasser la table sans qu'on le lui demande, ce qui n'était pas dans ses habitudes, et Claire avait compris que c'était sa façon à lui de dire quelque chose sans le dire. Elle avait lavé la vaisselle et il était resté appuyé contre le plan de travail à côté d'elle, les bras croisés, les yeux dans le vague. « Maman. »« Oui. »« Papa va revenir à la maison ?» Claire avait continué à laver la vaisselle pendant 2 ou 3 secondes avant de répondre, le temps de trouver les mots justes, ceux qui ne mentent pas mais qui ne font pas plus de mal que nécessaire. « Non, Lucas, papa ne va pas revenir. » Il avait hoché la tête lentement, comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'il savait déjà, et était allé dans sa chambre sans rien ajouter. Claire avait entendu la porte se fermer doucement, et avait pensé que cet enfant allait bien s'en sortir. Pas parce que ce serait facile, mais parce qu'il avait déjà cette qualité rare de faire face aux choses sans les dramatiser, ce qui était peut-être la seule chose qu'elle lui avait vraiment transmise. Le samedi matin, son téléphone avait sonné. C'était maître Vasseur. « Mathieu a déposé une demande de garde partagée au JAF », avait-elle dit sans préambule. « Il argue que vous êtes émotionnellement instable depuis l'incident du restaurant. Son avocate est maître Fontaine, elle est compétente, il ne faut pas la sous-estimer. Quand est l'audience ? Dans 6 semaines. On a le temps de préparer, mais il faut qu'on se voie rapidement. » Claire avait regardé Théo qui dessinait par terre dans le salon, allongé sur le ventre, la langue légèrement sortie par concentration, et elle avait pensé à Mathieu qui invoquait son instabilité émotionnelle alors que c'était lui qui avait lâché son verre dans un restaurant devant 30 personnes. « Je serai là lundi matin », avait-elle dit. Elle avait raccroché et était allée s'asseoir par terre à côté de Théo, avait regardé son dessin, une maison avec un soleil dans un coin et 4 personnages devant la porte, 2 grands et 2 petits. « C'est qui les grands ?» avait-elle demandé. « Toi et papa. » Claire avait regardé le dessin encore un moment, puis avait posé la main sur le dos de Théo avec cette légèreté qu'on met dans les gestes quand on ne veut pas que l'enfant sente le poids de ce qu'on porte, et avait pensé qu'elle allait se battre pour ces 2 garçons avec tout ce qu'elle avait, pas par colère, pas par vengeance, mais parce que c'était la seule chose qui comptait vraiment dans tout ce qui lui arrivait. « C'est beau », avait-elle dit. Théo avait souri sans lever les yeux de son dessin. « Je sais. Geneviève habitait Lyon depuis toujours, un appartement du 3e arrondissement qu'elle n'avait jamais voulu quitter malgré les années et les propositions de ses filles de la rapprocher de l'une ou de l'autre. Elle disait que ses habitudes étaient là, ses amis, son marché du jeudi matin, et Claire avait toujours pensé que c'était vrai, mais que ce n'était pas toute la vérité. Elle avait appelé avant de venir, pas pour demander la permission, mais parce qu'elle voulait que sa mère sache qu'elle arrivait et qu'elle ait le temps de décider si elle allait ouvrir la porte. Geneviève avait décroché à la 2e sonnerie et avait dit « Oui, viens », avec cette voix neutre qu'elle avait quand elle savait que la conversation allait être difficile et qu'elle s'y préparait en silence. Claire avait fait le trajet depuis Bordeaux le matin même, 4 heures de route dans un silence qu'elle n'avait pas cherché à remplir. La radio éteinte, les pensées qui tournaient sans s'accrocher à rien de précis. Elle avait garé la voiture dans la rue en bas de chez sa mère,
et était restée assise quelques minutes à regarder la façade de l'immeuble, les fenêtres du deuxième étage avec leurs volets entr'ouverts, et elle avait pensé à toutes les fois où elle était montée ces escaliers, avec l'insouciance de quelqu'un qui croit que sa famille est ce qu'elle paraît être. Geneviève avait ouvert avant qu'elle frappe. Elle portait son tablier du jeudi, celui avec les petites fleurs bleues, et ce détail avait serré quelque chose dans la poitrine de Claire parce que sa mère avait mis son tablier du jeudi un mardi, ce qui voulait dire qu'elle avait cherché quelque chose à faire de ses mains avant que sa fille arrive. Elle s'était assise à la table de la cuisine avec du café que Claire n'avait pas demandé, mais que Geneviève avait préparé parce qu'elle avait besoin d'un geste à accomplir. Et Claire avait posé ses mains à plat sur la toile cirée et avait regardé sa mère. Tu savais. Ce n'était pas une question. Geneviève avait gardé les yeux sur sa tasse, avait tourné la cuillère lentement, puis avait posé la cuillère et relevé la tête. Pas depuis le début. Depuis quand? 3 ans. Peut-être un peu plus. Claire avait hoché la tête. 3 ans. Pendant 3 ans, sa mère avait su, avait continué à venir à Bordeaux pour Noël et pour les anniversaires des enfants, avait embrassé Mathieu sur les 2 joues et accepté le vin qu'il servait et ri à ses plaisanteries et n'avait rien dit. Pourquoi? Geneviève avait soupiré, pas avec impatience, avec cette lassitude des gens qui ont porté quelque chose trop longtemps et qui ne savent plus très bien comment l'expliquer. Isabelle n'a jamais eu ta solidité, Claire. Depuis petite, elle se débattait avec des choses qui ne t'atteignaient pas. J'avais peur que si tout s'effondrait, elle ne s'en remette pas. Et moi? Toi, tu t'en remets toujours. Claire avait regardé sa mère pendant un long moment sans répondre, et avait pensé que c'était peut-être la chose la plus injuste qu'on puisse dire à quelqu'un, que sa force était une raison de ne pas la protéger, que sa capacité à tenir debout avait été utilisée comme une permission de lui faire du mal. Tu m'as sacrifié pour la protéger, elle. Ce n'est pas... Si, avait dit Claire. C'est exactement ça. Geneviève n'avait pas répondu. Elle avait regardé sa tasse de café, les mains croisées sur la table, et Claire avait vu pour la première fois que sa mère était vieille, vraiment vieille, pas seulement dans les cheveux blancs et les mains qui tremblaient légèrement, mais dans cette façon qu'elle avait de porter ses erreurs sans savoir quoi en faire. Claire s'était levée, avait remis son manteau et avait dit au revoir à voix basse, pas avec froideur, avec cette distance qu'on met entre soi et les choses qu'on ne peut pas changer, et Geneviève n'avait pas essayé de la retenir. Dans la rue, l'air était froid et le ciel bas, et Claire avait marché sans direction précise pendant un long moment, le long du Rhône, les mains dans les poches, les yeux sur l'eau qui coulait avec cette indifférence tranquille des fleuves qui ont vu passer beaucoup de chagrins sans s'arrêter pour aucun. Elle avait pensé à sa mère dans sa cuisine avec son tablier du jeudi, à Isabelle dans son appartement de la Croix-Rousse avec les petites chaussures rouges dans le couloir, et elle avait pensé qu'elle avait passé sa vie entière entourée de gens qui l'aimaient à leur manière, ce qui était peut-être la forme de solitude la plus difficile à nommer. Elle s'était arrêtée devant une librairie fermée, avait regardé son reflet dans la vitrine sans vraiment le voir, et c'est là qu'elle avait entendu une voix derrière elle. « Vous avez besoin de quelque chose ?» Elle s'était retournée. Une femme d'une 50aine d'années la regardait avec une attention simple et directe, sans curiosité excessive, juste la question de quelqu'un qui a vu une autre personne debout, seule devant une vitrine, et qui a décidé de ne pas faire semblant de ne pas l'avoir vue. « Non, » avait dit Claire. « Merci. » La femme avait hoché la tête, puis avait dit « Je m'appelle Fatou. J'habite là, au 2e. » Elle avait montré l'immeuble derrière elle. « Si vous voulez un café chaud, la porte est ouverte. » Claire avait regardé cette femme qu'elle ne connaissait pas, dans cette ville qui n'était pas la sienne, par ce mardi froid qui n'avait rien d'un bonjour, et avait pensé qu'il y a des moments où la gentillesse d'un inconnu est la seule chose qui ressemble encore à quelque chose de réel. « Oui, » avait-elle dit, « volontiers. » 3 mois avaient dépassé avec cette lenteur particulière des périodes de vie où tout change en même temps, et où on n'a pas le temps de mesurer les changements parce qu'on est trop occupé à tenir debout. Claire avait signé le bail de son appartement des Chartrons un mercredi matin de janvier, un 3 pièces au 2e étage avec des planchers en chêne et une fenêtre qui donnait sur les toits, et elle avait posé ses clés sur le rebord de la fenêtre et regardé la vue pendant 5 minutes sans penser à rien de précis, ce qui était déjà une forme de progrès. Elle avait accepté la proposition de Bernard Lecat 2 semaines plus tard. Bernard dirigeait un cabinet d'architecture avec lequel elle avait travaillé 3 ans plus tôt, et il lui avait proposé, il y a de ça 2 ans, de coordonner la réhabilitation d'un ancien entrepôt des Chartrons, un bâtiment du 19e siècle qu'un promoteur voulait transformer en espace mixte, logement et bureaux,
avec toutes les contraintes que ça impliquait en termes de calendrier, de budget et de relations entre des corps de métier qui ne s'entendaient jamais aussi bien qu'on l'espérait. Elle avait refusé à l'époque parce que Mathieu trouvait que les horaires n'étaient pas compatibles avec l'organisation familiale, ce qui voulait dire que l'organisation familiale reposait sur elle et qu'elle n'avait pas le droit d'en sortir. Elle avait dit oui cette fois sans hésiter. Le chantier était à 10 minutes à pied de son appartement. Elle aimait y aller le matin de bonne heure, avant que les ouvriers arrivent, dans le silence des grandes structures vides qui ont encore leur propre odeur. La pierre, le bois ancien, la poussière de plâtre. Elle aimait ce moment où elle pouvait regarder l'espace et imaginer ce qu'il allait devenir, ce qui était peut-être la meilleure définition qu'elle connaissait du mot recommencer. C'est lors d'une réunion de coordination de la 3e semaine qu'elle avait rencontré Alexandre Moreau pour la première fois. Il était l'architecte en chef du projet, un homme de 45 ans aux cheveux courts et grisonnants, avec cette façon qu'ont certaines personnes de prendre de la place dans une pièce sans faire de bruit. Il avait présenté les plans avec précision, répondu aux questions des entreprises avec une patience qui n'était pas de la complaisance, et Claire l'avait écouté en pensant qu'il savait exactement ce qu'il faisait, ce qui était rare et appréciable. La friction était arrivée au bout de 20 minutes. Il avait proposé de décaler la phase de seconde œuvre de 3 semaines pour absorber un retard sur les fondations, et Claire avait regardé le planning révisé et avait dit que ça n'était pas possible, que le promoteur avait des engagements contractuels avec les futurs locataires commerciaux et que 3 semaines de décalage entraîneraient des pénalités que personne n'avait budgétées. Alexandre avait levé les yeux de ses plans et l'avait regardé avec une attention nouvelle. « Vous avez une alternative ?»« Oui, » avait dit Claire. « On fait tourner les équipes en parallèle sur les 2 niveaux au lieu de travailler en séquentiel. Ça coûte plus cher en main-d'œuvre sur 15 jours, mais c'est moins cher que les pénalités. » Il y avait eu un silence dans la salle, puis Alexandre avait regardé à nouveau le planning, avait hoché la tête lentement et dit « C'est faisable. » Puis, il avait continué la réunion sans commenter davantage, et Claire avait senti dans ce silence bref le genre de respect qu'on ne distribue pas par politesse, mais qu'on accorde quand quelqu'un a dit quelque chose de juste. En sortant de la réunion, Fatou lui avait envoyé un message pour savoir si elle venait dîner le vendredi. Claire avait répondu oui en souriant, ce qui était devenu un réflexe depuis 3 mois, sourire quand Fatou écrivait, parce que Fatou était une de ces personnes rares qui ne demandent rien d'autre que votre présence et qui donnent en échange une légèreté qu'on ne savait pas qu'on cherchait. Dans le couloir du chantier, elle avait croisé Alexandre qui rangeait ses plans dans un tube. Il lui avait dit au revoir avec un hochement de tête sobre, puis avait ajouté, presque en passant, « Bonne idée ce matin. »« Merci », avait dit Claire. Elle avait continué son chemin vers la sortie et n'avait pas cherché à prolonger l'échange, parce qu'elle n'était pas encore prête pour ça, ou peut-être qu'elle ne savait pas encore ce que ça voulait dire, et que pour l'instant le sol sous ses pieds était suffisant. Les semaines qui avaient suivi s'étaient installées dans un rythme que Claire n'avait pas vu venir. Le chantier le matin, les réunions en milieu de journée, les enfants le week-end, et quelque part dans cet emploi du temps reconstruit pièce par pièce, Alexandre Moreau qui apparaissait 2 ou 3 fois par semaine, avec ses plans sous le bras, et cette façon qu'il avait d'entrer dans une pièce sans annoncer sa présence. Ils avaient appris à travailler ensemble avec cette efficacité particulière des gens qui ne perdent pas de temps en politesse inutile. Ils proposaient, elles questionnaient, ils ajustaient, et le projet avançait avec une fluidité qui surprenait les entreprises habituées aux réunions, qui durent le double de ce qu'elles devraient. Il n'essayait pas de la convaincre quand elle avait raison, et elle ne cherchait pas à avoir le dernier mot quand il avait raison, ce qui était peut-être la meilleure base qu'elle connaissait pour travailler avec quelqu'un. Un jeudi soir de mars, après une réunion qui avait duré 2 heures de trop à cause d'un désaccord sur les matériaux de façade, ils s'étaient retrouvés les derniers dans la salle, les plans étalés sur la table, les autres partis depuis 20 minutes. Alexandre avait regardé sa montre et dit qu'il n'avait pas mangé depuis midi, et Claire avait réalisé qu'elle non plus, et c'est comme ça, sans que personne le décide vraiment, qu'ils s'étaient retrouvés dans le bistrot en face du chantier avec 2 plats du jour et une carafe d'eau. La conversation avait commencé par le chantier, comme toujours, puis avait glissé vers autre chose sans qu'on puisse dire exactement à quel moment. Il lui avait parlé de sa fille, Camille, 10 ans, qui vivait avec lui la moitié du temps et qui avait décidé cette année qu'elle voulait apprendre la batterie, ce qui posait des problèmes de voisinage qu'il réglait avec une patience qu'il ne savait pas avoir. Claire avait ri, un vrai rire, et avait pensé que ça faisait du bien de rire pour quelque chose d'aussi simple que la batterie et les voisins. Puis il y avait eu un silence naturel,
le genre qui n'est pas un vide mais une respiration, et Alexandre avait dit « Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais il se passe quelque chose de difficile pour vous en ce moment. Ça se voit pas de façon évidente, mais ça se sent. » Claire avait regardé sa carafe d'eau pendant un moment. « Mon mariage s'est terminé il y a 3 mois. Pas de façon simple. Ça l'est rarement. Non. » Elle avait marqué une pause. « Mon mari et ma sœur. 8 ans. Un enfant que je ne connaissais pas. » Alexandre n'avait pas réagi avec cette expression de pitié embarrassée que les gens ont souvent face aux confidences qu'ils n'attendaient pas. Il avait hoché la tête lentement, les yeux sur elle, avec une attention qui ne cherchait pas à combler le silence. « Tu n'as pas à m'expliquer qui tu es, » avait-il dit, passant au tutoiement sans y penser, naturellement. « Je vois déjà. » Claire avait regardé cet homme en face d'elle et avait pensé qu'elle ne savait pas exactement ce qu'il voyait, mais que la façon dont il le disait ne ressemblait pas à de la compassion, plutôt à du respect, ce qui était différent et infiniment préférable. Ils avaient marché jusqu'à leur voiture après le dîner dans l'air froid de mars, et devant le parking du chantier, ils s'étaient arrêtés et l'avaient regardé avec cette hésitation brève des gens qui savent ce qu'ils vont faire, mais qui prennent une seconde pour s'en assurer. Le baiser avait été maladroit, légèrement décalé, le genre qui fait sourire parce qu'il n'est pas parfait et que c'est exactement pour ça qu'il est réel. En rentrant chez elle, Claire s'était assise sur le bord de son lit dans l'obscurité de son appartement des Chartrons, et avait pleuré pendant 10 minutes, pas de tristesse, de soulagement, parce qu'elle avait cru pendant un moment que cette partie d'elle-même était définitivement fermée, et qu'il était doux de découvrir qu'elle ne l'était pas. Le week-end suivant, Camille et Théo s'étaient retrouvés dans le jardin public en bas de chez Fatou, pendant qu'Alexandre et Claire buvaient un café sur un banc à quelques mètres. Théo avait décidé en 3 minutes que Camille était sa meilleure amie, et Camille avait accepté cette amitié avec le sérieux d'une enfant de 10 ans qui prend les décisions importantes au sérieux. Claire les avait regardés courir entre les arbres et avait pensé que la vie avait cette façon parfois de proposer des choses simples au milieu des choses compliquées, et qu'il fallait savoir les prendre quand elles passaient. Le soir même, Maître Vasseur lui avait laissé un message vocal. L'audience au JAF était fixée dans 3 semaines. Et Mathieu avait déposé un document nouveau au tribunal. Le matin de l'audience, Claire s'était levée à 6 heures sans que le réveil sonne. Elle avait préparé du café, s'était assise à la fenêtre de son appartement des Chartrons avec la tasse entre les 2 mains, et avait regardé les toits de Bordeaux dans la lumière bleue et froide d'octobre qui précède le soleil. Cette lumière qui n'appartient à aucune heure précise, et qui ressemble à ce moment exact entre ce qu'on était et ce qu'on va devenir. Elle avait mis sa veste grise, celle qu'elle portait pour les réunions importantes, pas pour impressionner, pour se souvenir qu'elle savait qui elle était. La salle d'audience du JAF sentait le papier vieux et le chauffage forcé. Maître Vasseur était déjà là quand Claire était arrivée, dossier ouvert sur la table, stylo à la main, avec cette concentration tranquille des gens qui ont préparé chaque détail et qui n'ont plus besoin de le montrer. Elle s'était regardée, et Maître Vasseur avait hoché la tête une fois, ce qui voulait dire « tout est en place ». Et Claire avait hoché la tête en retour, ce qui voulait dire « je suis prête ». Mathieu était entré avec son avocate, Maître Fontaine, une femme élégante et précise qui avait posé ses affaires sur la table d'en face sans regarder Claire. Mathieu lui avait jeté un coup d'œil bref, le genre de regard qu'on lance quand on cherche à évaluer l'état de l'autre, à voir si elle avait l'air fragile, si elle allait tenir, et Claire lui avait rendu ce regard avec une neutralité absolue qui lui avait fait détourner les yeux en premier. Le juge, un homme d'une 60aine d'années aux lunettes fines et à la voix posée, avait ouvert la séance et donné la parole à Maître Fontaine. L'argumentaire de Mathieu reposait sur 3 éléments. L'instabilité émotionnelle de Claire, démontrée par son comportement au restaurant, une déclaration écrite de Geneviève attestant que sa fille traversait une période de fragilité psychologique et la nécessité d'une garde partagée dans l'intérêt des enfants. Maître Fontaine avait exposé tout ça avec méthode et une certaine élégance, et Claire avait écouté sans bouger, les mains posées à plat sur ses genoux sous la table, le cœur qui battait trop vite, mais la respiration régulière, parce qu'elle avait décidé ce matin-là que son corps n'aurait pas le droit de montrer ce que sa tête maîtrisait. Puis Maître Vasseur s'était levé. Elle avait commencé par les virements bancaires, 6 ans de transferts documentés vers le compte d'Isabelle, montant croissant, régularité mensuelle sans exception, y compris pendant les vacances scolaires et les fêtes de fin d'année. Elle avait posé les relevés annotés devant le juge page par page, avec la précision de quelqu'un qui sait que les chiffres parlent mieux que les mots. Puis les captures d'écran des messages, pas tous, les plus explicites,
ceux qui ne laissaient aucune ambiguïté sur la nature de la relation ni sur la connaissance qu'avait Mathieu de l'enfant à Lyon. Puis la photo, Mathieu et Mathis sur le trottoir de la Croix-Rousse, et le juge qui l'avait regardée longuement avant de la poser devant lui. L'enfant a 7 ans, avait dit maître Vasseur. La relation est établie depuis 8 ans. Pendant tout ce temps, Madame Claire a élevé leurs 2 fils, maintenu un foyer stable, exercé une activité professionnelle continue et constitué ce dossier en silence pendant 6 mois avant d'agir. Ce n'est pas le profil d'une femme instable. C'est le profil d'une femme qui a choisi le moment et la manière. Le silence qui avait suivi était de ceux qui ont du poids. Mathieu regardait la table devant lui. Maître Fontaine avait la mâchoire légèrement serrée. Et Claire avait regardé le juge qui feuilletait les documents avec cette attention particulière des gens qui ont vu beaucoup de dossiers et qui savent reconnaître ceux qui disent mal la vérité. La décision était tombée 40 minutes plus tard. Garde principale des 2 enfants accordés à Claire. Droit de visite de Mathieu encadré et progressif, réévalué dans 6 mois. La voix du juge était posée, technique, sans jugement apparent, mais chaque mot avait la solidité de quelque chose qui ne se discute plus. Maître Vasseur avait refermé son dossier. Claire n'avait pas bougé pendant quelques secondes, les yeux sur la table, laissant la réalité de ce qu'elle venait d'entendre prendre la place qu'elle méritait, puis elle s'était levée, avait boutonné sa veste et était sortie de la salle. Fatou était là dans le couloir, manteau noir, sac sur l'épaule, avec ce sourire simple et direct qu'elle avait depuis le premier soir devant la librairie fermée de Lyon. Claire avait marché vers elle, et Fatou l'avait serrée dans ses bras sans rien dire, ce qui était exactement la bonne chose à faire. Un peu plus loin dans le couloir, Alexandre attendait appuyé contre le mur, les mains dans les poches, discret comme il l'était toujours, présent comme il l'était devenu. Il avait croisé son regard et avait souri, pas un grand sourire, le genre de sourire qu'on échange quand on n'a pas besoin de plus. Dehors, le soleil d'octobre était sur les façades de Bordeaux, avec cette lumière dorée et oblique qui appartient à l'automne et à personne d'autre. Claire avait levé les yeux vers le ciel pendant 1 seconde, juste 1 seconde, puis elle avait marché vers le quai avec Fatou à côté d'elle. Le soir, assise sur les marches du quai avec Lucas et Théo, elle avait regardé le fleuve. Théo dormait avec la tête sur ses genoux, lourd et chaud comme les enfants qui s'endorment partout avec cette confiance absolue que le monde va les tenir. Lucas était à côté d'elle, les coudes sur les genoux, silencieux de la façon dont il était silencieux quand il était bien. Son téléphone avait vibré. Un message d'Isabelle. Elle avait regardé la notification, le prénom de sa sœur sur l'écran, puis elle avait posé le téléphone face contre la pierre à côté d'elle et avait regardé le fleuve qui coulait, indifférent et continu, vers quelque chose qu'on ne voit pas depuis la rive, mais qu'on sait être là. Elle n'avait pas ouvert le message, mais elle ne l'avait pas effacé non plus. Et pour ce soir, c'était suffisant. Et voilà la fin de l'histoire de Claire. Une femme qui aurait pu s'effondrer, et qui a choisi de rester debout. Parfois, la plus grande force n'est pas de crier, c'est de savoir attendre le bon moment. Dites-nous dans les commentaires, et vous, vous auriez attendu comme elle, ou vous auriez tout dit dès le premier soir ?